C'est reparti, deuxième vidéo de cette journée, 19 juin 2025. Et dans la petite pause que je me suis accordée entre la première et la seconde, celle-ci, ou peut-être la deuxième, peut-être qu'il y en aura 3 ou 4, on ne sait pas, j'ai pris le temps de vérifier à quand remontait la dernière vidéo. Je rentre mon bureau, ça remonte au 2 avril, donc ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo. Celle-ci, c'est donc la 122. Donc la précédente c'est la 122A, celle-ci c'est la 122B, et c'est reparti. Et je vous ai dit que j'allais vous parler d'un autre livre sur lequel je travaille en raison de la présence au programme d'agrégation externe d'anglais pour l'année prochaine de Paradise d'Abdul Razak Gurnah. Alors il se trouve que Gurnah, suite à son prix Nobel, j'avais un peu tout relu ou tout reparcouru. Celui-là, je ne l'avais pas lu encore, Gravel Heart. Donc je l'ai lu là, cette semaine, en fait, c'est vraiment tout frais dans mon esprit. Et comme souvent avec Gurnah, je suis un petit peu partagé parce que c'est bien écrit, les histoires sont émouvantes, il réfléchit vraiment aux questions d'identité diasporique et de la question des origines. Il donne véritablement, il brosse un portrait extrêmement nuancé, extrêmement subtil et profond de la société coloniale et post-coloniale à Zanzibar. Donc il y a un très grand nombre de choses, c'est très riche, mais je trouve ça toujours un petit peu trop sage. Voilà, je trouve que ça manque un peu de folie. C'est sans doute un faux reproche, parce que voilà, ça veut dire que c'est une œuvre extrêmement cohérente et extrêmement pensée et extrêmement réfléchie. Mais de temps, je suis parfois un petit peu sur ma faim. Bon, peu importe. C'est pas tellement ça le sujet. Alors je crois que Gravel Art a été publié en français là tout récemment. Je ne suis pas allé voir la traduction. Alors normalement je crois que c'est Sylvette Glaise et qu'elle traduit bien, donc je pense que là le travail est correct. Donc pas le même problème qu'il y a avec la traduction de Paradis. Il ne faut vraiment pas lire Paradis. Tant que De Noël n'aura pas décidé de reprendre cette traduction, de la sortir des rayons et de faire un vrai travail et de faire réviser ou même carrément retraduire Paradise, il ne faut pas lire Paradis. Actuellement, on peut considérer que Paradise de Gurnah, il n'est pas disponible pour les lecteurs français. Le roman n'a pas grand-chose à voir en fait avec le texte anglais. Il y a plein d'erreurs et d'omissions vraiment graves. Peu importe. Je ne refais pas mon discours de la fin de la première vidéo. Donc ici, Gravel Heart, qui a dû paraître en 2017, quelque chose comme ça, c'est l'avant-dernier roman de Gurnah maintenant, puisque le dernier est sorti au printemps, Theft, et je pense que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvé sur mes piles, je l'ai rangé, donc j'ai dû en parler, je pense, dans la dernière vidéo. Et donc voilà, donc c'est un livre, alors que je ne vais pas résumer, vous trouverez des résumés partout sur Internet, mais voilà, ça se passe à la fin du XXe siècle. Et donc un enfant qui grandit en étant apparemment abandonné par son père. Il a l'impression que son père a quitté le foyer. Non, il n'a pas l'impression. Son père quitte le foyer familial quand l'enfant a 6 ou 7 ans. Il ne comprend pas pourquoi. Il va vivre dans des conditions absolument déplorables. Et ça reste une énigme qu'il ne comprend pas. Sa mère voit quelqu'un d'autre, un personnage haut placé, que l'enfant ne veut pas du tout voir. L'enfant finit par partir une fois qu'il est jeune, adulte, à Londres, où il fait ses études, où il reste plus de 10 ans un petit peu à traîner, avant de revenir au pays après la mort de sa mère. Et c'est pas qu'il voulait pas revoir sa mère, c'est que, en tout cas, c'est pas évident qu'il veut pas voir sa mère, donc il n'arrête pas de dire qu'il va rentrer, il rentre jamais, il finit par rentrer, et là il retrouve son père, et il a de longues conversations avec son père. Enfin, quand même, on ne peut que constater qu'il finit par rentrer quand sa mère n'est plus là. Donc, est-ce que quand même il n'y a pas une espèce de ça fait partie des choses plus subtiles du livre, des choses que moi j'aime bien dans les livres de Gurnah. C'est une des zones d'ombre, c'est-à-dire pourquoi il rentre jamais. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte, il a beau s'en défendre, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de ressentiment vis-à-vis de la mère? Et on découvre qu'effectivement, et c'est là où en fait le livre, de manière un petit peu moins subtile, est un décalque de la trame dramaturgique de Measure for Measure, la pièce de Shakespeare. Et en fait, il découvre en fait tout le secret lié au départ de son père, au fait que son père a quitté sa mère. C'est qu'en fait sa mère a accepté de coucher avec un haut dignitaire, ce dont elle ne voulait absolument pas. Donc elle a été victime effectivement d'un système dictatorial et patriarcal à la fois. Sa mère a donc couché avec un haut dignitaire pour faire libérer son frère. Et
et effectivement, le père ne l'a pas supporté et il est parti. Et il a plus ou moins détruit son existence parce qu'il n'a jamais vraiment repris de prise avec la vie. Donc voilà, donc c'est un roman extrêmement noir, enfin extrêmement sombre de ce point de vue-là. Et c'est en même temps un roman qui a toujours des touches un petit peu ironiques, un petit peu plus légères. Et c'est très agréable à lire quand même, hein, il faut le dire. Moi je trouve ça, comme je l'ai dit, parfois un petit peu trop sage, un petit peu manquant de folie, mais c'est très riche et puis c'est une mine d'or. À un moment donné, un des personnages fait un petit carton sur Graham Greene, ça m'a bien fait plaisir, alors pas gratuitement, hein. Il se fait un carton sur Graham Greene parce que Graham Greene, les romans de Graham Greene qui se passent en Afrique et notamment en Sierra Leone, ont renforcé tous les stéréotypes sur l'infériorité en fait des Africains. Hein. Donc c'est une œuvre extrêmement raciste et suprémaciste et eurocentrée, voilà, l'œuvre de néocoloniale. Donc il se fait un petit carton sur Graham Greene, ce qui me fait assez plaisir parce qu'en ce moment on ne sait pas ce qui se passe, mais moi je pensais que c'était un écrivain qui était à peu près parti dans les oubliettes. Non, il y a une espèce de Graham Greene revival, tout est beau, tout est pardonné, enfin je trouve ça un peu étonnant quand même. Bref, donc voilà, donc ça c'est Gravel Heart de Gourna, d'Abdul Razak Gourna. Je n'en lis pas d'extrait. Allez, si je vais en lire un extrait, c'est quand le père raconte, parce qu'il y a tout un récit enchâssé, quand le père raconte au fils son premier emploi dans une organisation gouvernementale, dans un des services de l'État, le service chargé de l'eau en fait et de la distribution d'eau. Et voilà ce qu'il dit de des bureaux, du bâtiment où se trouvent les bureaux, qui était en fait la maison de Livingstone. Alors le nom de Livingstone n'est jamais prononcé, je vous ai un petit peu spoilé le truc, mais vous allez voir. The building was known to be the place where a famous Scottish traveller from a small town called Blantyre, population 9,000 in 1881, had lived for several months while he gathered himself for a journey to Bara and the deep interior, where he hoped to find souls in need of succour, as well as the source of an ancient river, the discovery of which would bring him everlasting fame. It was a conceit of the time that the existence of anything, a river, a lake, a mountain, or a beast, could not be assured unless a European person had seen it and wherever possible named it. The river that the Scottish traveller was there in that house preparing to seek already had a name of great antiquity, but did not have a source verified by a European. When the tide was in and the breeze blew over the glittering water, I imagined the Scottish traveller sitting by the window, glancing towards the small blue mosque across the road, or looking over to where the creek opened out to sea and dreaming of home and salvation. I could not imagine the traveller's thoughts when the stench overpowered the air, but I suspected they would dwell on his unworthiness for the fate he had selected for himself. It was that kind of stench. Donc là, dans ce paragraphe, Gourna, à travers la voix de son personnage, qui est un personnage très éduqué, hein, le personnage du père, c'est un personnage qui a reçu une éducation un peu traditionnelle, un petit peu d'éducation coranique, notamment par son père, et puis l'éducation coloniale aussi, et qui surtout a beaucoup lu, c'est-à-dire il a lu par lui-même un très grand nombre de classiques, notamment en anglais. Là, à travers la voix de ce personnage, du personnage du père, Gourna déplie tout le fonctionnement de l'orientalisme, en fait. Hein. Je pense qu'on pourrait presque prendre la totalité des thèses d'Edward Said et puis lire comment on peut les faire travailler, et comment on peut dialectiser tout ce qui se passe dans ce paragraphe-là, et notamment toute l'ironie autour de la puanteur, hein, de la puanteur finale. It was that kind of stench. Quel est le rapport de l'explorateur de Livingstone à la puanteur, et donc avec cette espèce de regard du sauveur blanc, hein, mais c'est jamais dit comme ça, c'est assez subtil quand même. Donc voilà, quand je dis que je suis souvent un peu il m'arrive d'être sur ma faim avec Gourna parce que je trouve ça un peu trop sage, ou parce que les histoires sont finalement presque trop prototypiques, en fait, je ne dis pas du tout que c'est stéréotypé ou que c'est pas subtil, hein. C'est une œuvre, et c'est une écriture extrêmement subtile. Gravel Heart, donc de Gourna.
Et puis, tiens, toujours travail, on va continuer comme ça, pour mes travaux en cours et à venir sur Ananda Devi. Je continue de lire les livres d'elle que je n'avais pas encore lus. Le Long Désir, publié en 2003, celui-là m'avait échappé, n'est pas un roman, il n'y a pas de genre qui est donné, et c'est plus une sorte de long poème. Alors parfois ça prend vraiment la forme presque fragmentée, éclatée du poème. Et c'est un poème autour effectivement du désir en fait, hein, et comme le titre l'indique, et avec donc des personnages qui traversent un peu comme ça le texte. Donc il y a des passages extrêmement fragmentaires et des passages plus narratifs. C'est un texte très déroutant. Je ne suis pas entièrement sûr encore de savoir comment le comprendre et comment l'intégrer aussi à l'œuvre de Devi. Il me paraît... Alors ce qui est très étrange, c'est qu'à la fois il y a toutes ces obsessions d'écriture et même le lien au corps féminin et à l'indicible et au tabou. Donc tout ça est extrêmement symptomatique et vraiment dans une continuité. Le texte est de 2003, donc il est vraiment dans la continuité des textes parus précédemment, hein, Moi l'interdite, Pagli, et même avant ça, L'Arbre fouet. Bon. Soupir aussi, hein, bon. Et dans aussi l'anticipation des textes qui sont venus juste après, Ève de ses décombres, le Sarimère, etc. Et en même temps, il est complètement déroutant dans le refus de rassembler l'ensemble de ces éléments disjoints. Donc c'est un texte assez troublant. Il va falloir que j'y revienne. Donc je dis que je le range pas, je sais pas. Je vous lis quelques extraits. Mon île n'a de sens que par mes rêves. Je respire de loin l'odeur fumée des acacias. Un grand ciel sans cassure, des voix d'oiseaux et d'arbres au cœur mourant. Je vous porte et je vous respire. Il me sereine. Île profonde, la seule qui compte. À sa surface, les gens s'agitent. Il s'éloigne de la demi-musique des poèmes éclos entre ses reins. Leurs yeux se dérobent ou bien s'aiguisent. Ils ne fredonnent plus. Seul le badaud assis entre deux barriques sifflote encore un air de pluie, tandis que les vers lui sortent des orteils. Je vous lis un autre extrait, après tout, tiré de Matière, je pense, de la dernière partie qui s'intitule Matière. L'enfant sera seul. S'il grandit autre, je lui laisserai mes mains. Je ne suis que la mère, lui, l'avenir. Mais je lis dans ses yeux l'imployance du métal. L'avenir est un homme issu de moi et qui lira mes plaies. Espèce assassine, l'humain. Donc le Long Désir, Ananda Devi, 2003. Et toujours travail, plus ou moins on va dire. Oui, les deux publications récentes de chez Projectile, une maison d'édition que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Alors ces deux livres-là, j'en ai parlé très récemment dans la vidéo de unboxing que j'ai faite avec Claire, que nous avons faite ensemble, Claire et moi, la semaine dernière au retour de Saint-Malo. Et ce sont deux livres que j'ai déjà lus, qui sont très courts, hein, donc c'est pas tout à fait surprenant. Et d'ailleurs, Claire l'a aussi lu, Deux cœurs dans mon corps de Nahasi, que je ne vais pas raconter. Je sais pas comment. Je sais pas comment raconter, je ne sais pas comment ne pas raconter. C'est un peu les deux problèmes, on va dire ici. C'est le trauma familial et le fait d'avoir une sorte de crypte en fait. Hein. Donc c'est le premier texte publié en France, me semble-t-il, d'une jeune écrivaine malgache qui a publié des poèmes déjà, hein, et des nouvelles. Et donc ça, c'est son premier roman, son premier récit, Deux cœurs dans mon corps, Nahasi, c'est un pseudonyme. Hein. Elle est également slameuse et performeuse. Et je vous raconte pas. Voilà, je vous ai juste balancé un truc comme ça. Débrouillez-vous avec. C'est sur une crypte familiale. C'est une violence, des violences sexuelles, un secret de famille. Bon. Mais voilà, qui se décante dans l'écriture ici. Je vous lis. Non, je ne vais pas lire ça.
Je m'adresse à mon ombre. J'ai enfin trouvé la force et le courage de parler de mon histoire, de mes tourments, de mes délires et de mes dérives. Le monologue n'a pas sa place dans un être situé en entre-deux. Un jour, le silence emportera le corps et les pensées, et plus rien n'aura de sens. Je ne veux pas attendre mes dernières heures pour parler. Entre mes crises d'asthme s'échappe le venin, enfin. Ce poison m'a contaminé jusqu'à la moelle, jusqu'à ne plus pouvoir me tenir debout sans douleur. Il est temps de guérir, du moins de marcher vers la guérison. Peu importe le temps qu'elle prendra. Dans une longue litanie sans queue ni tête, j'égrène une prière. J'ai décidé de me confesser, ou plutôt me confier, parce qu'il est des choses qu'on doit se dire à soi-même. À ta naissance, tu n'es que mot, comme tous les autres, M-O-T-S. Incohérent, insensé, un être sans parole. Tu n'as encore rien vécu, tu n'es que cris qui se déversent, tu n'es que bouleversement, déchirure des eaux, basculement dans l'air. Tout résonne, du moindre soupir au hurlement profond, jusqu'au silence. Ici, tout résonne. Tu en auras peur, c'est naturel, ce n'est que le début. Tu quitteras ta bulle pour rejoindre une autre, plus grande, moins spacieuse, celle que ces autres appellent famille, puis entourage et enfin société. Elle t'enfermera longtemps, cette nouvelle bulle. Plus de 9 mois, jusqu'à ta mort si tu n'en sors pas. Elle t'enfermera longtemps. Ne t'en fais pas, leurs règles partent d'une bonne intention en principe, mais ils t'enfermeront. Cette bulle est tout aussi fragile que celle qui t'a piégé avant de naître ici. Une bulle de savon géante, prête à éclater à tout moment. Tu grandiras dedans, avec leurs préceptes de grands, dans leurs concepts de gens. Ils ne te laisseront pas sortir, au risque de faire éclater cette bulle et de faire évader ceux qui sont dedans depuis toujours. Depuis trop longtemps pour avoir le courage d'expérimenter autre chose. Depuis trop longtemps pour concevoir qu'il puisse exister autre chose. Écris ton histoire, telle est ta vocation profonde. Comment? En te construisant avec les mots, tes mots, ceux-là même qui sont nés avec toi, des mots qui n'auront de sens que par tes expériences. Tu nais tel un dictionnaire, tout y est mais rien n'a de sens. Ta vie et le contexte. Chaque jour qui se lève est une page qui s'écrit. Petit à petit, tu répéteras, tu épelleras, tu demanderas, tu apprendras, tu répondras. Surtout, tu ressentiras. C'est avec ce que tu ressens que tes mots font sens. Ils te définiront à mesure que tu les vis. C'est uniquement ainsi que ton histoire se construit. Tout le monde naît avec les mêmes mots, mais personne n'a écrit la même histoire. Tout simplement parce que certains vont disparaître. D'autres seront tabous. Les uns vont être sacrés, les autres diabolisés. Tu grandiras dans un monde de valeurs, de jugements, de catégories, de critiques et de comparaisons. Tes mots n'y échapperont pas, ils subiront le même sort, à toi de les protéger. Tu nais mot, tu meurs histoire, tu vis pour l'écrire. Que les mots qui donnent sens à ta vie soient à l'abri de leur regard pervers. Persévère, préserve et conserve ce qui est essentiel pour ton histoire, celle que tu veux vivre, celle que tu veux laisser. Un extrait de Deux cœurs dans mon corps de Nahassi, ça vient de sortir aux éditions Projectile. Et je vais parler plus brièvement d'un autre livre, très important, j'en ai dit un mot l'autre jour dans la vidéo de unboxing. C'est une nouvelle traduction du Swahili, texte classique, très important, un conte en 7 chapitres de Shaban Robert. Shaban Robert, c'est un des grands écrivains swahiliphones, je ne sais pas comment on dit, si on dit swahiliphone ou pas, tanzanien. Et donc Xavier Garnier disait ceci, c'est sur le rabat de deuxième de couverture: un écrivain comme Shaban n'est pas à moitié classique, à moitié moderne, il est ouvert à la modernité, à la mesure même de son inscription dans la dynamique de la poésie swahili orientée depuis des siècles vers le nouveau. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce conte, Kusadikika, le pays du surparole, traduit du swahili par Nathalie Carré et Aurélie Journeau, on les salue, deux collègues vraiment très très intéressantes et deux bonnes traductrices aussi. Ce qui m'a intéressé dans ce texte, c'est par rapport à Ngugi dont je parlais tout à l'heure aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup mieux compris d'où vient, alors même si Ngugi
il n'est pas de culture swahili, même s'il a véritablement essayé de travailler aussi tous les mythes Gikuyu dans son œuvre, notamment dans les dernières années, dans les Perfect Nine, les 9 parfaites par exemple. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir quand même une même utilisation de la structure du conte avec quelque chose d'extrêmement méthodique. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une structure du conte qui est annoncée, qui est déroulée de manière programmatique, avec des éléments d'allégorisation qui sont plus ou moins marqués en fonction des chapitres, mais qui sont vraiment là. Et donc ce texte m'a intéressé aussi pour ça. Bon, je l'ai regardé avec mes propres lunettes à moi. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai trouvé le texte vraiment intéressant aussi à cause de ça. Donc c'est un texte de 1951 qui trouve enfin sa traduction en français plus de 80 ans, non, qu'est-ce que je dis, plus de 75 ans plus tard. Et donc voilà, alors comme c'est un conte, il y a une composition originale de quelqu'un qui appartient à une grande famille de musiciens camerounais, les Bébé, la famille de Francis Bébé, donc Patrick Bébé. Donc il y a un QR code que j'ai pas encore, j'avoue que j'ai pas encore scanné, je suis pas allé écouter encore la composition originale qui accompagne ce conte. Et puis il y a de très belles illustrations aussi de Patrick Singh. Je vous montre ça, c'est vraiment très très chouette. Et donc là, je pense le dessin est fait sur une page ou en superscription, je ne sais pas comment il faut le dire, en superposition du texte en swahili, je pense, d'un extrait du livre de Shaban Robert en swahili. Donc il y a aussi cette volonté de garder le swahili, vraiment de le faire apparaître le plus possible dans ce livre qui est une traduction. Et c'est pareil ici d'ailleurs, vous voyez, on va avoir ça également ici. Vous pouvez faire des arrêts sur image si je ne le laisse pas assez longtemps. Voilà, donc ça c'est Kusadikika, le pays du surparole, traduit par Aurélie Journeau et Nathalie Carré. Travail toujours, décidément on n'en sort pas. Je regarde si les autres piles. La troisième vidéo, je vais pouvoir faire une vidéo un petit peu plus de lecture qui ne sont pas directement liées à mon travail. Mais ça c'est un essai qui est sorti là cette année et qui ne pouvait pas mieux tomber parce qu'il me permet vraiment de réfléchir à tout ce que je veux dire quand j'ai envie d'écrire un livre. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'ai envie d'écrire un livre autour de la trilogie historique du Cameroun de Patrice Nganang. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Et en fait, moi, je vais vraiment penser la trilogie avec ce que je considère comme le 4e tome de la trilogie, c'est-à-dire Boudjak. Donc, je travaille autour des questions d'historicité, de plurilinguisme, de culture, de décolonialité des savoirs et de décolonialité du point de vue historique. Bon, tout ça à travers des questions qui sont liées beaucoup à la question de la langue. Je ne vais pas commencer à vous raconter mon projet de recherche autour de Nganang parce qu'on y serait encore demain, peu importe, c'est pas le sujet. Mais en revanche, il se trouve que Théom Bogu, qui donc vient de paraître ce gros essai, ce monumental essai Remember Cameroon, qui donc s'amuse à jouer à partir du titre d'un des romans de Mongo Betty, Remember Ruben, et le nom du pays Cameroun selon sa graphie en allemand. Évidemment, il était en plein dans mon domaine. Alors, comme le sous-titre l'indique, les 3 auteurs-autrices dont parle le plus Théom Bogu, c'est Mongo Betty, Imbolombwe, dont j'ai lu les 2 romans. J'ai beaucoup aimé le premier, le deuxième m'avait beaucoup déçu. Je pense qu'on pourrait retrouver ça aussi dans l'archive de la chaîne vidéo. Et enfin Blik Bassi, dont j'ai aussi chroniqué le livre. Donc en fait, c'est que des livres que j'ai lus. Alors les livres de Mongo Betty, il y en a certains, il y a un peu plus longtemps. Il y en a même 1 ou 2 que j'ai pas lus dans ceux dont il parle. Donc voilà, il ne parle pas de Nganang, mais en fait il cite Nganang assez régulièrement quand même. Et puis surtout, c'est la conceptualisation globale qui est vraiment intéressante, avec notamment, je pense que ça c'est un des apports vraiment très intéressants du livre, c'est le fait de développer le concept de l'écriture sous serre, ce qu'il appelle l'écriture hydroponique. Là, il s'interroge il essaie de voir en quoi un certain nombre de ces textes sont caractéristiques de ce qu'il développe, de ce qu'il conceptualise comme l'écriture hydroponique.
c'est-à-dire en fait il utilise une métaphore agronomique en fait, parce que l'hydroponie c'est le fait de cultiver des plantes sous serre, et donc il part du principe que les littératures qui sont écrites au sujet de phénomènes historiques ou culturels camerounais depuis un lieu qui n'est plus le Cameroun, et donc depuis la diaspora, ont quelque chose qui relève de l'hydroponie. Alors il ne développe pas le concept de manière égale dans les différents chapitres, mais en tout cas voilà, toute la conceptualisation est là, elle est vraiment intéressante. Bon, avec des points de départ qui sont vraiment stimulants. Je cite quelques phrases de l'avant-propos. La course des auteurs vers la transnationalité révèle l'impasse du cadre national, l'impossibilité d'un nous en lequel se traduirait la nation natale. Et comme moi je travaille beaucoup sur la question de l'identification collective à une langue, au plurilinguisme, ça m'intéresse évidemment. En caractérisant les écritures hydroponiques, on a affaire à un corpus qui n'était pas nommé, qui était invisibilisé. Cette étude consiste à montrer que ce corpus pourrait prendre sa place non pas dans un champ nouveau, à part, ce qui le maintiendrait sous serre, mais dans un champ existant. En prenant sa place, ce corpus changerait le champ lui-même. Le champ avec serre est un nouveau paysage. Alors ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Autre point dans lequel il défend sa démarche, page 15 de l'avant-propos, j'ai voulu dans ma démarche rompre avec la pensée et l'écriture du cri pour faire place à la parole tout en faisant observer la tension entre le sol et le hors-sol. Et donc voilà, donc je pourrais multiplier les citations, j'ai pris beaucoup de notes dessus parce que ça va évidemment tout à fait m'intéresser. Si on regarde, voilà, alors il a séparé un petit peu les études de Mongo-Betty, de Blik-Bassi et d'Imbulumbué dans des chapitres différents, et donc les analyses et les développements n'ont pas été toujours parfaitement centraux à mon travail à moi, c'est intéressant en soi, mais à mon travail à moi. Mais voilà, il reparle d'ailleurs beaucoup aussi des textes fictionnalisant la figure du sultan Joya, qui est la figure principale du premier roman de la trilogie de Nganang. Bon, voilà, donc il y a plein de choses là-dedans qui font que j'ai lu ce livre pour le travail, avec plaisir, mais pour le travail, et que voilà, c'est un livre qui va rester sur mes étagères. Je vous lis un extrait du début de la deuxième partie aussi. L'écrivain sous la pression de l'hydroponisation, donc là on est vraiment sur le fait d'être mis progressivement sous serre, hein, c'est toujours dans sa métaphore du sol et du hors-sol. Hein. L'écrivain sous la pression de l'hydroponisation forcée, inopinée ou volontaire, invente des lieux et des formes d'écriture pour traduire son hydroponité, donner un sens à la fissure à jamais creusée entre l'être humain et sa terre natale, entre l'individu et son vrai foyer. Ça, c'est une citation de Edward Said dans la traduction chez Actes Sud. Le nom du traducteur ou de la traductrice n'est pas mentionné, ça c'est pas bien. Je ne sais pas si c'est dans la bibliographie à la fin. Et là, en tout cas, il n'est pas précisé. Je poursuis la citation de Théo Mboulou lui-même. La mise en serre en littérature renvoie à l'éclipsement d'une œuvre au sein d'un champ littéraire auquel son auteur appartient d'un point de vue juridique. Cet éclipsement invite à l'analyse de l'enjeu des origines dans le geste d'écriture et la classification des œuvres. Voilà, donc ça c'est vraiment, là encore, extrêmement pertinent. Et voilà, donc il y a plein de choses qui m'ont vraiment intéressé. Comme il me reste quelques minutes dans cette vidéo-là, est-ce que je vais retrouver la citation de Saïd, la référence par à Saïd? Ah non, la traduction n'est pas indiquée. Ça, c'est pas bien. J'aurai l'occasion quand même de faire une petite critique de pure forme sur ça. Voilà, Remember Cameroun. Je ne sais pas comment on peut prononcer ça d'ailleurs, Remember Cameroun, on est vraiment dans les enjeux aussi formels du plurilinguisme. D'ailleurs, très souvent on est face à des textes qui posent la question de la traduisibilité, c'est mon sujet, évidemment, de la traductibilité, de la traduisibilité, et le fait de passer du sol au hors-sol, c'est une des formes que peut prendre cette question de la traductibilité, plutôt que de la traduisibilité d'ailleurs. Voilà, mais en tout cas, on est dans des enjeux qui sont des enjeux extrêmement matériels aussi. C'est-à-dire, voilà, ce que je dis, comment on dit Remember Cameroun, quoi. Enfin, est-ce qu'on dit Remember à l'anglaise, est-ce qu'on dit Cameroun à l'allemande, est-ce qu'on francise tout, est-ce qu'il y a une manière camfranglaise de dire ce titre? Je ne sais pas. Mongo-Betty Mbolomboé Blik-Bassi, au classique Garnier par Théo Mbogu.